Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Isabelle, bienvenue dans le podcast. Bonjour Justine, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Mais également. Alors je te laisse te présenter, expliquer qui tu es, quelles sont tes activités professionnelles et tes activités du coup extra-professionnelles et artistiques Ouh là aussi. là, mais moi je suis multi-active, attention. Alors je m'appelle Isabelle Laillère, je suis journaliste culture, artiste, podcasteuse comme toi. Je suis aussi coach, conférencière et nouvellement, autrice, qui était un rêve, un nouveau rêve. En fait, en gros, si tu veux, je dis souvent, croire en mes rêves a changé ma vie, et c'est vraiment ça. Moi, quand un rêve arrive à moi, je tente des choses, et puis ça me mène à vivre des choses extraordinaires. Bon, parfois, c'est foireux, et je lâche l'affaire, mais je vais toujours voir ce qu'il y a derrière, et voilà, ça fait que je fais plein de choses. Je suis multi-active, et je m'autorise à faire ce que j'ai envie, puis on verra bien, et c'est génial. Et du coup, on parle beaucoup de parcours en fait dans ce podcast. Et est-ce que toi, c'est des rêves qui sont des rêves d'enfant, ou est-ce que c'est des rêves qui sont arrivés au fur et à mesure, qui ont pris des formes différentes ? Alors, il y a un peu de tout. Il y a des rêves d'enfant. Moi, quand j'étais petite, je jouais, je chantais, je dansais, je cassais les plantes, les pots de fleurs qui traînaient et tout ça. Et donc ça, c'est un rêve d'enfant. Adolescente, donc je fais des spectacles et tout. Adolescente, je rêvais de travailler à France Télévisions, d'être journaliste. J'ai eu cette révélation en regardant une émission qui s'appelle Envoyé spécial. Et je me disais, mais c'est génial de parcourir le monde, de découvrir tout ça et puis de le partager. Moi, j'adore partager aux gens tout ce qui me touche dans le monde, et j'ai trouvé ça génial. Donc du coup j'ai fait des études de journalisme, et puis en fait pour payer mes études de journalisme, parce que je me finance toute seule depuis que j'ai 18 ans, je faisais des spectacles. À la fin de mes études de journalisme, finalement, comme on avait monté une compagnie avec deux amis de spectacle, et bien du coup j'ai fait plein de shows avec toute l'équipe, c'était incroyable. On a fait des choses, on a voyagé, on a fait des shows devant 5000 personnes, donc c'était au-delà de ce que j'aurais pu rêver, donc c'était fou. Et puis à un moment, j'avais fait plein de choses, je me suis dit, tiens, journalisme, je referais bien. Et ce qui est très marrant, c'est que quand j'avais 18 ans, je rêvais donc de vivre à Paris, de travailler à France Télévisions. J'envoyais déjà des CV là-bas, que je n'avais pas encore fait d'études. Donc évidemment, j'avais reçu aucune réponse. Et donc à la fin de la compagnie, voilà, je me suis dit, mon autre rêve, c'est quoi ? C'est d'être journaliste et d'aller essayer, tenter ma chance à France Télévisions. Je suis arrivée à Paris avec ma petite valise, en ayant une copine qui pouvait m'héberger 3 mois, mais connaissant personne d'autre. J'ai trouvé un job à la radio du voyage, ils pouvaient me garder pendant 3-4 mois, c'était génial. Et en fait, mon rêve de France Télévisions, c'est arrivé 1 an plus tard. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai rêvé de faire des spectacles, j'en ai fait. En fait, je suis toujours mue par un rêve. Mon rêve d'enfant, toujours de continuer à faire des spectacles. Mon rêve d'ado, continuer à transmettre via le journalisme. Et puis, tout à coup, il y a un nouveau rêve qui débarque. Le podcast, tout à coup, j'ai eu une vision. J'ai fait, j'aimerais trop faire un podcast qui parle de croire en ses rêves. Il s'appelle Viser la Lune, mon podcast. Et mon idée, c'était de transmettre l'idée de... un rêve, il y a des hauts et des bas. Et ceux qui réalisent le rêve, c'est ceux qui dépassent tout ça. Et que finalement, c'est pas grave d'avoir des complications. C'est ce que nous expliquent tous les invités. Marianne James, Pascal Légitimus, Labajon, Laurent Ruquier, etc. C'est que finalement, c'est ça qui te construit. Et donc voilà, moi toujours derrière un rêve, il y a un autre rêve, parce que c'est ma motivation et que je ne conçois pas, mais ça c'est moi, une vie sans phare à l'horizon qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne une énergie de dingue, qui me donne plein d'idées et qui me donne envie de partager. Surtout, en fait, le but c'est de aussi partager tout ce qu'il y a dans mon cœur et dans mon âme avec les autres, et ça se concrétise finalement par tous ces rêves. Ça, et là, quand tu décides du coup de concrétiser vraiment un rêve, d'essayer, donc de lancer ton podcast, d'écrire un livre, d'animer une conférence, est-ce que tu te poses quand même la question de oui, mais si ça marche pas, est-ce que finalement tu te protèges en te disant j'ai trop peur d'être déçue, et tu réfléchis, tu sais, vas juste. Je pense que moi j'ai grandi en Belgique, je pense que
c'est vraiment une bénédiction pour moi d'avoir grandi en Belgique, parce qu'en Belgique, il n'y a pas vraiment d'ego ou de... On a un recul, on a beaucoup d'autodérision. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont graves. Et que moi, je préfère tenter quelque chose, parce qu'au moins je sais si c'est bon ou si c'est pas bon pour moi, si ça me va ou si ça me va pas, que à la fin de ma vie me dire ah bah si j'avais fait ça peut-être que pour moi c'est horrible. Et du coup je tente quelque chose, bah en fait de toute façon même si ça va pas au bout, pour moi c'est un cadeau. Parce que c'est une expérience, parce que je vais apprendre des choses. Le podcast, je connaissais rien. Je me souviens, je l'ai lancé en 2020, donc tout Noël, les 15 jours de Noël 2019, j'ai farfouillé partout pour apprendre à faire un podcast, techniquement, éditorialement, enfin c'était dingue, mais j'ai appris tellement de choses. Là, je l'ai fait pendant un an, en 2020, et puis du coup, je suis partie sur un autre projet, mais il existe toujours, et peut-être que je le reprendrai, on verra bien, mais en fait, il n'y a aucune gravité, tu sais, rien n'est grave dans la vie, sauf si on décide que ça l'est. Je veux dire, à part une grosse souffrance, ou bien la mort, mais finalement plutôt la mort des autres que de nous-mêmes, parce que quand on est mort, on ne se rend pas compte. Il faut, je dis, tout dédramatiser. Tout est un jeu. On tente quelque chose, on apprend. Moi, ce podcast qui a duré 1 an, ça m'a appris plein de trucs, ou des tas de choses que j'ai tentées. J'ai appris des trucs, c'est finalement plein de cartes qui sont dans mon jeu. Et comme je fais tout avec passion et plaisir, j'ai kiffé. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui est un échec. Et que même quand tu rates quelque chose, ben moi, évidemment, je rate des trucs. Je fais, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et comment faire mieux la prochaine fois? Alors, si tu fais toujours la même connerie, c'est dommage. J'essaye de pas faire ça. Et donc, que tout soit un cadeau, même une erreur, même ce que les autres pourraient considérer comme un échec. Un jour, j'ai pas réussi un truc, j'ai une copine qui m'a laissé un message en me disant sur WhatsApp, oh là là, cet échec, je fais... Ben en fait, c'est marrant que tu dises que c'est un échec parce que pour moi, c'est une vraie réussite parce que j'ai appris ça, ça et ça. Et je pense toujours à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a tenté 1200 fois avant de réussir cette ampoule qui a changé le monde. Et il dit, je n'ai pas raté 1200 fois. J'ai réussi 1200 fois à ne pas faire une ampoule. Il a appris, il a compris et ça a finalement abouti à la fin à cette invention révolutionnaire. C'est merveilleux. Totalement. Et là, c'est à quel moment, toi, que tu t'es vraiment... Enfin, tu vois, je pense qu'il y a quand même un cap entre vraiment croire en ses rêves et avoir cette façon de vivre et réussir à se dire « Ok, moi, c'est vraiment ça que je crois et je veux le transmettre et je veux pouvoir en parler aux autres et le transmettre vraiment. » C'est à quel moment, toi, que ça t'est venu, ça? Alors écoute, déjà, j'ai commencé ma vie, c'était pas très fun. Donc déjà, les rêves, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de, entre guillemets, survivre, on va dire quand même, parce que je n'étais pas forcément super heureuse, c'était compliqué, c'est une famille un peu dysfonctionnelle et voilà, il n'y avait pas vraiment d'amour, en tout cas exprimé, etc. Mais on est très, très, très nombreux à vivre ça. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a aidée, c'est justement l'idée d'avoir des rêves. J'ai eu des rêves, j'ai vu, c'est pas pour rien que je travaille à la télévision, j'ai vu à travers la télévision des familles aimantes, j'ai vu des gens qui faisaient des choses extraordinaires, j'ai vu des gens qui voyageaient, des gens qui réalisaient leurs rêves. Et j'ai fait, mais ça veut dire que c'est possible, même si certains n'étaient que de la fiction. Mais pour moi, je me suis dit, mais c'est possible. Donc je me suis accrochée à mes rêves, j'ai commencé à bosser pour avancer vers eux. Et en fait, finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça marchait, que ça te t'extirpait d'une situation pas fun et que finalement sur le chemin ça te faisait grandir, apprendre, rencontrer les autres et finalement à être sur un chemin qui te rend heureux même si tu croises des difficultés. Et en voyant ça au fur et à mesure, il y a aussi cette faculté d'écouter les autres et de partager et de me rendre compte que finalement tout ça, quand je disais ça aux autres, ça les inspirait énormément. Là, je me suis dit, ah ouais, donc si ça inspire, il faut que je fasse attention, j'ai une responsabilité, il ne faut pas que moi je projette, je transfère. Moi, j'ai toujours été passionnée par la psychologie, donc j'ai lu plein de livres de psychologie et je me suis dit, attention, donc c'est comme ça que j'ai fait mes études de coaching pour pouvoir accompagner, mais sans transférer et d'une manière juste, parce que tu as une grosse responsabilité quand même quand tu es avec les autres et que tu leur insuffles quelque chose. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, du coup, j'ai commencé à faire du coaching. Mais même avant de faire du coaching, en fait, j'ai toujours été à l'écoute et su, en fait, c'est quelque chose d'inné, puisque je l'avais testé beaucoup sur moi. Comment transmettre ça aux autres, motiver les autres, accompagner les autres, encourager les autres. Pas leur dire ce qu'ils ont à faire, mais poser les bonnes questions. Ça, je l'ai beaucoup appris en coaching et transmettre ça, cette flamme
Et c'est beau parce que quand tu vois les gens déployer leurs ailes, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde, quoi. Tu vois, ça, c'est beau de voir ces gens revenir quand tu es en coaching à la séance suivante avec un immense sourire et tu n'as encore rien dit, que tu sais que la semaine qui s'est passée, ils ont fait des choses incroyables. Et voilà, c'est très, très beau. Et partager ça, tu sais, quand tu es en gratitude aussi, quand tu es arrivé à ça, parce que tu n'es jamais arrivé tout seul. Parfois, une phrase, un mot, une discussion d'un ami, d'un inconnu, quoi que ce soit, ça peut changer ta vie si tu en fais quelque chose. Et comme moi, ça a changé ma vie, puisque j'en ai fait quelque chose. Je pense qu'en coaching, si tu veux, mon slogan, c'est l'action, c'est la solution. Et à un moment, si tu attends derrière ton téléphone, tu peux attendre longtemps. Donc, il faut agir. Mais personne ne s'est construit tout seul. Et c'est aussi une façon, en toute gratitude, de rendre, de partager, de donner, en se disant, si ça peut un peu aider, si ça peut changer des vies comme ça a changé la mienne. Bon, moi, t'es juste un petit grain de poussière dans cet univers-là, mais si tu peux le faire, c'est beau de le faire. Et c'est très gratifiant. Oui, et puis c'est juste, tu vois, je considère pas que c'est grâce à moi, parce que c'est grâce à la personne, mais tu sais, moi j'aime ce qui est beau, ça me touche profondément, c'est l'esthétique de la danseuse, l'esthétique de l'artiste, l'esthétique humaine, la beauté humaniste, on va dire, ce qui est beau dans le monde. Moi, c'est ma vie, c'est partager toute la beauté du monde à travers les artistes que je mets en avant sur France Info, sur France Télévisions, dans mes podcasts ou quand je peux. Pour moi, c'est beau, la beauté du geste, la beauté de tout. Et en fait, c'est juste beau. Et c'est pas pour moi, c'est beau, quoi. La beauté m'émeut. Quand quelqu'un chante et que c'est merveilleux, je pleure de beauté. Voilà, la beauté me touche, m'émeut et j'ai envie de la partager. C'est, je pense, une des missions de vie ou que je me suis donnée, peu importe, mais j'ai envie de participer à ça. Et est-ce que dans ton enfance et ton adolescence, tu as eu peut-être un ami ou je sais pas, une rencontre, un professeur qui à un moment t'a dit mais c'est possible, vas-y, fais-le, France Télévisions, c'est possible, tu peux le faire, ou est-ce que tu as eu besoin de t'y accrocher seule finalement? Alors, en fait, j'ai pas trop eu d'aide là-dessus, mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a une anecdote qui est assez dingue et qui a, on peut dire, en une phrase et demie, changé ma vie. En fait, donc moi j'étais hyper timide. Évidemment, petite, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, je me sentais pas aimée, j'avais l'impression que je servais à rien. Donc c'était pas cool, on peut dire. Et j'avais une copine, mais j'étais déjà fascinée par la télévision, le spectacle, le cinéma, tout ça. Et j'ai une copine dont le père était réalisateur. Et elle m'invite à un fin de tournage, et derrière il y avait une fête de fin de tournage. Elle m'invite à un tournage, je fais mais oui je viens, même si je suis timide, je me mets dans un coin, je regarde et j'ai des étoiles plein les yeux. Donc fin de tournage, fête de fin de tournage, repas de fin de tournage. Et là je me retrouve à table, grande tablée, assise à dîner, très loin de ma copine, entourée de gens que je ne connaissais pas. Donc déjà c'était mal barré, je me sentais pas bien. En plus c'est un repas, j'avais pas payé, je me sentais vraiment trop mal, quoi. Donc je commence à manger, tu vois, je regarde juste mon assiette, je regarde rien autour, mais en me disant, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là. Franchement, j'étais pas bien, je me rappelle de cette sensation. Et puis, je me souviendrai toute ma vie, à droite de moi, il y a une dame, je sais pas, une 50aine d'années, cheveux blonds, très gentille, très douce, qui me dit, tu ne parles pas? Et là, je fais, oh là 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 là, il y a quelqu'un qui me parle, mais c'est horrible, quoi. Et je fais, je suis timide. Elle fait, pardon? Oh my God, il faut que je répète. Je suis timide. Ah, tu es timide, je comprends. Écoute, je vais te donner un conseil. Ce que tu fais, tu sais, les gens, ils adorent parler d'eux, ils adorent qu'on s'intéresse à eux. Tu n'as qu'à simplement leur poser des questions sur leur vie, sur ce qu'ils font, etc. Et tu verras que déjà, tu sauras quoi leur dire. Et en plus, ils seront super contents d'avoir quelqu'un qui les écoute, qui s'intéresse à eux, qui leur pose des questions. Et donc, tu te sentiras bien avec eux, ils se sentiront bien avec toi, tu vas trouver ta place. Et je fais, ah oui, d'accord, merci. Et paf, je replonge dans ma tête dans mon assiette. Mais dès le lendemain, j'ai mis en pratique son conseil. Mais dès le lendemain. Et tout a changé dans ma vie. J'ai commencé à poser des questions aux gens. Les gens m'ont répondu, mes copains, mes copines, adolescents. Hein. Les copains, mes copines m'ont répondu. Je me suis rendu compte que ça m'intéressait, mais ça me passionnait, ce que vivent les gens, ce que ressentent les gens, ce que vraiment l'autre me passionne, l'univers, tout ça, ça me passionne. Donc j'ai creusé, donc j'ai commencé à beaucoup les écouter, à être leur oreille,
pas les conseiller, mais à voilà, pouvoir, oui, parfois un peu leur faire des retours qui leur sont utiles. Et du coup, découvrant que le monde m'intéressait et tout ça, bah, du coup, j'ai fait des études de journalisme. Donc voilà, donc ça a déjà poussé, m'a orienté vers mes études. Et puis après, ayant cette place, bah, du coup, des études de coaching, puisque j'ai continué ça. Et voilà, ça a changé ma vie. Cette dame, je ne sais pas où elle est. Pour moi, c'est ma bonne fée. Elle est arrivée. Je ne sais pas qui c'est. Elle m'a dit une phrase et demie. Elle est repartie. J'aimerais trop la retrouver pour la remercier. Je ne sais pas qui c'est. Et voilà, c'est ma bonne fée, quoi. Et ça a changé ma vie. C'est ça, parce que tu te rends compte qu'en fait, on apprend tellement des autres, en fait, et qu'on devrait tellement plus souvent s'écouter et écouter les autres. Écouter les autres. Après, parfois, les gens nous disent des choses, ça ne nous correspond pas. Faut faire le tri. Mais en tout cas, tenter, tester. Donc, faire de ce qu'on nous propose, si on considère que c'est bon pour nous ou qu'on a envie de le tenter, mais il faut y aller. Vraiment, l'action, c'est la solution, il faut tenter. Et puis, on sait mieux si c'est bon ou si c'est pas bon. Ça fait une expérience. Et voilà, mais il faut faire quelque chose, il faut bouger. Mais voilà, je me rappellerai toute ma vie de cette femme. Voilà, merci à elle. Je ne sais pas où elle est. Ouais, c'est vrai que c'est un excellent conseil à donner à toutes les personnes, en fait. Puis on découvre tellement, vraiment. Ouais, extraordinaire. Et puis en plus, c'est joli que je les conseille parce que ça rapproche de l'autre. Ça va vers l'autre et que finalement... vivre tout seul dans son coin, on n'est pas fait pour ça. Après, il faut être bien entouré avec les bonnes personnes, les personnes qui sont positives, qui nous font du bien, etc. Mais ouais, c'est un des plus beaux conseils qu'on puisse donner à quelqu'un, évidemment. Et aujourd'hui, quand tu rencontres, donc, dans le cadre de tes interviews et de ton métier, d'autres artistes, est-ce que tu ressens cette étincelle commune à tout le monde d'avoir suivi leurs rêves et d'être arrivé au bout? Alors, je pense qu'on n'est jamais arrivé au bout, mais les artistes, c'est ça aussi. Alors, on est reliés par le fait de croire en nos rêves et de se dire que c'est possible, puisque si tu te dis pas que c'est possible, bah t'y vas pas. Donc, c'est ce qui nous relie. Et puis, on est aussi reliés par tout ce qui est artistique. Je pense qu'ils savent que, déjà, je sais ce que c'est pour avoir eu des spectacles et connaître la galère de ce que c'est, parce qu'il y a plein de choses merveilleuses, mais il y a aussi, vas-y, remplis ta salle tous les jours, c'est un sacré challenge. Et puis, il faut tout donner. Quand tu es sur scène, tu triches pas. Donc, c'est un sacré truc. Et je pense qu'ils savent pas tous que je suis artiste, mais je pense qu'ils ressentent que je les comprends, que j'ai cette empathie et que que j'ai cette admiration et cette bienveillance de dire, copain, je sais ce qu'est ton métier et que tu sois connu ou pas connu, c'est difficile. Mais c'est beau. Mais c'est difficile. Et ils ressentent ce respect et ils ressentent aussi que je comprends profondément leur travail, que j'ai ce côté artistique qui fait que voilà, je ne suis pas juste une nana qui trouve ça sympa, je l'ai dans l'ADN. Et ça nous rapproche qu'on se le dise ou qu'on se le dise pas, parce que je leur dis pas forcément que je suis artiste, on est là pour eux. Mais c'est beau. Et puis oui, les gens que j'invite, c'est des personnes qui ont des belles choses à nous partager et que j'ai envie de rendre ça accessible aussi au public de France Info ou de mes podcasts ou de ce que je fais. Et c'est vraiment, je trouve que ces gens sont aussi des modèles. Donc quand j'interviewe ces gens, pour moi, c'est accompagner des gens qui ont un rêve et accompagner ce rêve. Mais c'est aussi mettre en avant des gens qui ont un rêve et montrer aux autres que c'est possible. Donc je trouve que c'est très, très vertueux tout ça. Oui, totalement. Et donc tes premiers pas dans le monde artistique enfant, quand tu commences à faire des spectacles et tout ça, pour quelle raison tu as commencé? Est-ce que c'était finalement ta scène d'expression, ton moment de relâchement, ou est-ce que tu t'inspirais de quelqu'un et tu voulais déjà devenir artiste? Tu te rappelles un peu l'état d'esprit? Mais en fait, ce qui est fou, c'est que dans ma famille, il n'y a pas d'artiste, qu'on m'a même pas emmenée à la danse ou quoi que ce soit, enfin vraiment. Mais depuis toute petite, je chante, je danse, je sais pas, j'ai dû être artiste dans une autre vie ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ce qui est très marrant, moi j'ai commencé très tard, la danse vers 15-16 ans, et j'en vivais professionnellement à 18 ans, donc c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, etc. Mais bien avant cela, je sais pas, je devais avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans peut-être, dans les fêtes de famille, j'embarquais mes cousins, mes cousines, je montais des chorégraphies, des sketchs, des spectacles. C'est moi qui organisais tout ça. Je ne sais pas d'où ça me vient. Du coup, derrière, on mettait des chaises partout et on embrigadait les oncles, les tantes parce qu'il nous fallait des spectateurs et on montait des spectacles. C'est moi qui organisais ça. Je ne sais pas d'où ça me vient. Je n'avais jamais pris de cours de chant, de danse, rien.
Oui, tu t'es fait embarquer vraiment par ta passion et t'as même pas eu le temps d'y penser. C'est en moi, ça s'est exprimé, ça m'a dépassé. Et c'est ce que je dis toujours, suivez votre flow, quoi. Quoi que ce soit, peu importe, même si c'est pas dans votre famille, même si les gens vous disent non, t'es pas fait pour ça, on s'en fiche, suivez-le, et que ça vous mène professionnellement ou pas, exprimez-le. Et puis peut-être vous allez voir que c'est pas pour vous, mais souvent vous verrez que c'est un truc qui vous rend tellement heureux, quoi. Il faut le faire, c'est important. Oui, puis au final, même si on se rend compte que c'est pas pour nous, c'est tellement important de le savoir en fait. Mais oui, c'est toujours ce truc de se dire, mais de pas se retrouver à l'heure de son dernier souffle et de se dire et si j'avais fait ça, quoi. C'est notre vie, on a du pouvoir sur notre vie, donc qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? Est-ce qu'on le laisse dans les mains des autres ou bien est-ce qu'on tente? C'est pas grave, qu'on réussisse pas, c'est pas grave, on saura. Et puis si c'est pas ça, ça laisse de la place pour se dire tiens, bah alors c'est peut-être autre chose. C'est ça. Et là, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu du fait que tu comprenais les artistes au niveau des galères, du coup, en début de carrière et tout. Est-ce que tu peux, toi, nous raconter justement tes premiers contrats, ces moments où c'est pas forcément facile d'avoir des projets ou de remplir sa salle? Est-ce que tu as des souvenirs là-dessus Alors, à partager? fait, c'est marrant parce que la difficulté, je l'ai connue plus tard. C'est-à-dire en Belgique, on a monté donc avec deux grands amis, Sam et Didier, une compagnie avec plein de super artistes. C'était vraiment génial. Mais très vite, ça a cartonné. On a été la compagnie officielle de la télé belge. On a fait des événements. On était beaucoup dans l'événementiel, mais on faisait des choses que nous choisissions. On a fait incroyable, quoi. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à Paris, donc du coup, je voulais être journaliste. Et une fois que ça s'est un peu, que les choses, au début, je n'étais pas journaliste, mais j'étais à France 4 et je me suis occupée des spectacles, etc. Donc c'était cool. Mais une fois donc que j'ai un peu sécurisé ma survie, parce qu'à un moment, tu arrives, en plus, je suis partie avec rien de Belgique, parce que tant qu'à faire, autant recommencer à zéro. Une fois que ma survie était un peu assurée, ça a été galère. Le côté artistique, finalement, là où je l'ai vraiment découvert, puisqu'en Belgique, ça a été toujours simple, c'était énormément de travail, souvent 18 heures par jour, c'est quand j'ai monté mes propres spectacles et que j'ai compris la galère à remplir sa salle. Parce que tu as des centaines de spectacles à Paris, puisqu'on est à Paris, et que le public, il se divise, quoi. Et pourquoi ils viennent à ton spectacle plutôt qu'à un autre spectacle? Et que du coup, tu dis, c'est pas grave, on va s'organiser pour être dans les médias, avoir des interviews, des ceci, des cela, et que tu te rends compte qu'en fait, quand tu n'es pas connu, que pour avoir des interviews, etc., c'est une tannée. Ou pour que juste le bouche à oreille se fasse, ça se fait, mais ça prend tellement de temps que peut-être que ton spectacle, il a fini son exploitation le jour où les gens ont entendu qu'il existait. Et qu'en plus, et j'en parlais hier avec une grande amie qui est une super artiste, qui a de super spectacles, de grande qualité, que le remplissage, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que, tu vois, au début, tu fais un peu, puis ça monte, tu dis, ça y est, c'est bon. Et puis la fois d'après, non, il y a quasiment pas grand monde, quoi. Et puis ça remonte, puis ça redescend. Enfin, c'est une tannée. Donc l'artiste, même quand il est produit, sa galère, sa souffrance, c'est que la semaine prochaine ou que demain, ce soit rempli. Et ça, c'est un truc de malade. On ne se rend pas compte de l'extérieur. Remplir sa salle, et même les gens connus, et même les super spectacles, c'est une tannée. Ou le Festival d'Avignon, pareil. Tous les jours, tu fly, tous les jours, tu dis aux gens, venez voir mon spectacle, je vous jure. Et il y a 1500 autres spectacles. Et venez, c'est super, regardez le bouche à oreille, il est génial, et ça. C'est une tannée. Et du coup, ton énergie, elle est divisée entre ton spectacle où tu dois donner ton âme, ton cœur, mais tu te vides de toi-même. Je pense qu'il n'y a aucun endroit où on donne plus de soi, et même en amour, étonnamment, parce que c'est de l'amour à l'état pur, c'est une connexion au-delà de tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, tu te divises entre ça et le fait que faut que tu remplisses ta salle. Et du coup, là, tu fais RP de ton spectacle et les gens qui sont avec toi aussi, mais c'est super dur. Oui, c'est la confrontation entre ta passion et la réalité, en fait. Voilà, et même si tout le monde dit que ton spectacle est super, magnifique, que les gens sortent avec les larmes aux yeux, je parle de tout le monde, pas que de moi, c'est pas si simple, quoi. C'est fou, c'est vraiment très étonnant. Et c'est pour ça d'où mon respect encore plus infini, parce que je sais ce que c'est. Je sais ce qu'ils vivent. C'est ça, mais du coup, ça doit être encore plus incroyable pour toi d'avoir la chance de leur donner un peu de visibilité à l'antenne et de leur poser ces questions-là et de
permettre de faire leur promotion auprès du public. Bah, si je peux, d'une manière ou d'une autre, voilà, contribuer à quelque chose, après, voilà, c'est très très modestement évidemment. Moi, ce qui me touche, c'est de pouvoir montrer au public, voilà, ce qu'ils proposent, et évidemment, de contribuer, je l'espère, à faire en sorte que les gens aillent voir ces artistes parce qu'ils le méritent et parce qu'ils donnent tellement d'eux et puis c'est tellement aussi quand on est spectateur, franchement, ces beaux spectacles-là, c'est des cadeaux, quoi. C'est des choses où ça te transforme, où tu vis en tout cas quelque chose de tellement beau que moi j'ai envie de dire aux gens, mais allez voir, vous allez voir, ça va tellement vous emmener en voyage, moi ça me fait pleurer parfois, et c'est aussi cette envie de partager toute cette beauté-là. Et évidemment, de contribuer à ce que ces artistes puissent être partagés, le rare, avec ces gens qui finalement, peut-être ne demandent qu'à recevoir tout ça. Et c'est de les mettre en connecting people, quoi, finalement. Et est-ce que toi, finalement, cette expérience humaine et cette transmission, pour toi, c'est la plus grande richesse du métier donc d'artiste ou même de journaliste, parce que c'est vraiment basé sur la transmission? Bah voilà, se connecter les uns aux autres. Et finalement, exactement, tu as tout compris, ce métier en tant qu'artiste, même en tant que coach, quand je fais mes conférences, quand je fais mes podcasts, quand j'interviewe des gens, quand je fais des chroniques, c'est vraiment partager toute cette beauté-là et de faire en sorte qu'on se connecte tous, et en tout cas tous ceux qui ont envie, et au cœur de cette beauté, à travers cette beauté. Et c'est relier les êtres humains. Je pense qu'un artiste qui donne tout, ben on est sur le plus sublime de l'être humain. Et ce sublime-là, le partager, tu vois, j'en ai des émotions, et tu vois, c'est l'être humain, il est capable de choses très dures, mais il est capable de choses tellement sublimes. Et moi, j'ai envie de me mettre de ce côté-là de la vie, et d'essayer de déployer, de le développer, de le partager, de le diffuser, ou même, tu vois, moi, je fais des pensées du dimanche sur les réseaux sociaux, c'est de transmettre tout le côté positif de la vie, rappeler ça. Ouais. Parce que parfois, avec le quotidien, avec les problèmes, avec la vitesse, où on n'a plus le temps de réfléchir et tout ça, parce qu'on court dans tous les sens, il faut tout gérer, on oublie cette chance qu'on a juste d'être en vie. Et pour ceux qui ont cette chance-là aussi, de ne pas avoir mal quelque part, parce que peut-être un jour on se lèvera, on aura mal quelque part pour le restant de notre vie. Le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir peut-être une famille, le fait d'être au chaud, le fait de pouvoir manger du chocolat, le fait de juste... Voilà, ce cadeau qu'est la vie, on croit que c'est acquis, ça ne l'est pas. Voilà, j'ai récemment appris qu'un grand ami venait de décéder à 50 ans, et on a partagé de beaux spectacles, et je pense à lui. Mais les gens qui partent, ils nous rappellent ça. Attention, c'est pas acquis. Qu'est-ce qu'on fait de chaque seconde, de chaque moment de notre vie? Contre quoi on l'échange? Contre quelque chose de petit, où on s'enfonce dans la complainte, ou bien est-ce qu'on se donne les moyens de tenter de réaliser nos rêves, ou de faire des choses qui nous plaisent, et de le partager, de rire ensemble, parce que finalement, le but de tout ça, quand on se lève le matin, c'est pas est-ce que j'espère que je vais être malheureux, c'est j'ai envie d'être heureux, d'avoir une jolie journée, et que si finalement on cultive toutes ces belles journées tous ensemble, eh bien on sera heureux et on va partager ce bonheur. Et finalement, est-ce que c'est pas ça notre but ultime, à travers tous ces rêves et à travers tous ces objectifs et tout ce là où on met notre énergie? Et complètement. Voilà, c'est kiffer en fait. Les rêves, c'est la bonne excuse pour kiffer et partager ce kiff-là. Donc partageons ensemble, et bravo avec ton podcast aussi de partager des parcours qui font que les gens peuvent se dire tiens, moi aussi je peux le faire. Il n'y a rien qui est impossible en gros. Sauf si on se dit que c'est impossible. C'est cette phrase d'Henry Ford qui dit que vous croyez que c'est possible ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Vous pensez que c'est possible, il y a un moyen. Vous pensez que ce ne sera pas possible, non, ce ne sera pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se met? Donnons-nous les moyens. Oui, c'est ça. Puis, de toute façon, je pense que... il vaut toujours mieux savoir qu'on n'a pas réussi que pas essayer, en fait. Oui, puis c'est quoi la réussite? Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'un truc, on pensait que c'est pour nous, on va sur ce chemin-là, mais... Ok, on va pas au bout de ça, mais on aura... eu d'autres idées, on aura rencontré des gens qui vont peut-être nous amener ailleurs, ou nous-mêmes, on va peut-être... Donc en fait, franchement, mais oublions ce truc de l'échec, de rater. Oui, si tu fais 10 000 fois la même erreur, ou même 5 fois 10 fois la même erreur, oui, là, il y a un moment, t'es un peu couillon, quoi. Réfléchis 2 secondes. Mais franchement, tout le reste, en fait,
tout est expérience. Effaçons ce mot d'échec parce que c'est juste un truc culpabilisant et qui finalement tétanise tout le monde et on se sent mal, etc. Et je connais des gens qui ont considéré des échecs des choses et pour moi c'était une grande réussite. Ou des copains, un copain un jour m'a dit oui, j'ai divorcé, c'est un échec. J'ai dit ah bon, moi je vois quelqu'un qui s'est donné les moyens d'avoir un parcours de vie magnifique avec une autre personne, vous avez eu des enfants, c'était génial, c'était magnifique, l'histoire est finie, mais ça restera toujours dans ton cœur, et puis finalement la grande réussite que vous avez eue, c'est de vous dire finalement c'est fini, vous avez réussi à passer le cap, vous avez des beaux enfants, et vous vous êtes donné la chance tous les deux de nouveau être heureux avec vous-même déjà, et pourquoi pas avec quelqu'un d'autre. Donc c'est une belle réussite, il me fait ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Arrêtons de nous fustiger, quoi. C'est des étapes et la vie est faite d'étapes. Il faut les accepter. Il faut au contraire les célébrer parce qu'elles nous ont apporté quelque chose. La page se tourne. Eh ben super, on va écrire une autre page. C'est ça, on continue toujours d'avancer au final. C'est mieux. Je veux dire, tu peux pleurer et t'enfoncer dans ta complainte. Après, il y a des moments où on a besoin de juste de faire stop. On peut être triste. Enfin, il y a des moments aussi, tu vois, il faut pas, je dis pas qu'il faut se voiler la face. Il y a des moments où on a besoin, voilà, on hiberne, on est dans notre hiver à nous, on reprend des forces et puis on repart. Tu vois, c'est aussi être doux avec soi-même. Il faut écouter son besoin. Il faut pas s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il faut juste se laisser le temps d'accuser le coup, etc. Mais ça nous permet d'apprendre quelque chose et ça laisse de la place pour une nouvelle belle aventure. Bien sûr. Et à quel moment tu t'es dit que tu allais commencer à animer aussi des conférences pour faire passer ce message-là auprès de publics plus importants que dans des coachings où c'est peut-être plus individuel? En fait, c'est grâce au premier confinement. En fait, c'est quelque chose, j'y pensais depuis très longtemps parce que moi, j'ai envie de parler aux gens. Et en fait, premier confinement, moi, je l'ai très très bien pris le premier parce que je travaillais tellement que j'en pouvais plus. Donc, je me suis fait, ok, je vais me poser. Je me suis posée 3 jours, puis je suis repartie à fond. J'ai failli finir ce premier confinement en burn-out. Mais du coup, je me suis dit, j'ai vu beaucoup de gens en souffrance, alors que moi, j'étais tellement bien créée au moment où j'avais le temps, parce que j'ai quand même continué à beaucoup travailler. Et donc, j'étais beaucoup en assistance sur les uns, les autres. Tu vois, un jour, j'ai un copain qui m'envoie un SMS. Oh là là, c'est la catastrophe, c'est la galère, etc. Je réponds, je dis, mais pourquoi? T'es malade? T'as des personnes dans ta famille malades? T'as perdu ton travail? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai tout. Mais c'est la catastrophe. Je dis, ok. Donc en fait, il était en souffrance, grosse souffrance, quoi. Je dis, bon, on a discuté, on a un peu rétabli le truc. Et j'ai vu que oui, c'est vrai que c'était tellement aussi flippant. Hein. On a flippé, on savait pas ce que c'était, on savait pas si on allait tous mourir. Enfin, il y a eu un gros flip quand même. Que je me suis dit, bon, on va... en assistance, j'ai vu que ça faisait du bien à pas mal de monde. Je dis, bon, allez, je vais la faire maintenant, cette conférence. Je vais prendre le temps. Cet été, pendant mes vacances, je vais commencer à écrire. J'ai commencé à poser des choses et tout. Et je me suis dit, allez, objectif pour la rentrée, d'avoir la conférence et de la faire au moins 2 fois pour un peu la tester, etc. Et c'est marrant parce que moi, je parle beaucoup de synchronicité quand quelque chose est juste et que tu te dédies à ça. En âme, avec ton âme et ta conscience et ta passion et ton énergie, les choses viennent à toi. Et ces 2 conférences, elles sont venues à moi. Des personnes qui m'ont proposé des choses et ça s'est fini en 2 conférences. Donc, parce que c'était juste et tout. Et donc, effectivement, j'ai fait mes 2 conférences avant le 2e confinement, entre les 2. Effectivement, les retours étaient merveilleux et du coup, voilà, là, je l'ai reprise et c'est super parce que j'ai des témoignages de gens qui me disent que ça les inspire et ça les renvoie sur ce chemin de croire en leurs rêves et ça me touche évidemment énormément parce qu'ils vont se donner les moyens s'ils le souhaitent, d'aller vers ce qui leur ressemble et c'est beau, quoi. Oui, puis là, tu le fais en plus auprès de publics parfois... c'est impressionnant quand même. Genre récemment, tu communiquais sur le fait que tu l'avais fait devant les étudiants de l'ENA. Alors, je l'ai fait à l'ENA, en collaboration avec France Télévisions et l'association Déclic. Et donc, c'était pour des étudiants, des jeunes qui sont avec des associations, des jeunes, des scolaires. D'accord. Et donc, on s'est retrouvés à l'ENA parce qu'ils ont un partenariat avec l'ENA. Et c'était très touchant parce que c'était des jeunes de 14-15 ans
qui voilà, qui sont favorisés ou pas favorisés, peu importe, mais qui sont justement dans des tas de questionnements sur c'est quoi la vie. Ce qu'on leur renvoie aux jeunes aujourd'hui, c'est pas forcément simple. Et donc, du coup, il y a des peurs qui se mettent en place et aussi les parents qui sont insécurisés, qui vont peut-être les pousser à sécuriser leur vie en ayant un CDI de n'importe quoi, tant que c'est un CDI, quoi. Et que finalement, les raccrocher à leurs rêves et à leur dire, ben, c'est possible et attention, construisez vos rêves, mais ça vient de vous et de personne d'autre. Et leur dire que c'est possible. J'ai eu des retours formidables de personnes et de jeunes qui m'ont dit, ben oui, moi j'avais un rêve, mais je ne savais pas trop. Mais en fait, oui, c'est ça, effectivement, j'ai compris que c'était possible et que moi aussi je peux y arriver. Et que finalement, ils y arriveront et qu'ils réussiront dans la vie parce que, pour moi, réussir dans la vie, c'est être heureux et arriver à vivre de ça et être bien, et bien ils réussiront plus que quiconque parce qu'ils auront cette énergie de la passion et qui va faire que finalement, ils vivront très très bien et sans doute mieux que d'autres qui auront cru que il faut sécuriser et que voilà, ils auront une vie plate et finalement pas forcément d'énergie pour aller très loin. Parce que ils se seront pas connectés à leurs rêves et les retours sont chaque fois mais tellement touchants, quoi. Oui, c'est ça, c'est expliquer en fait aux gens que finalement la plus grosse barrière à réaliser nos rêves, c'est pas le réseau ou les diplômes ou l'endroit d'où l'on vient, mais c'est sûrement ce qu'on a réussi à se faire croire à nous-mêmes. Voilà, la première ressource, c'est nous et la première barrière, c'est nous. Mais effectivement, quand on est encore chez ses parents, la deuxième barrière, ça peut être des parents qui, c'est pas méchant. C'est pour protéger, c'est parce qu'ils transmettent à leurs enfants, ils projettent leur peur, leur insécurité, leur inquiétude, leur vision de la vie. Mais l'enfant, l'ado, il a sa vision à lui, c'est un être unique et à part entière. Et ça, les parents, c'est vraiment pas méchant, c'est vrai, c'est souvent bienveillant, mais en faisant ça, ils peuvent détourner leurs enfants de qui ils sont vraiment. Donc attention à ça. Mais voilà, c'est une ressource à développer. Alors en tenant compte du fait, quand on est chez ses parents, on est chez ses parents. Donc il y a tout est système, on est dans un système, il faut comprendre ce système. C'est comme le réseau, ça fait partie du système. Mais il ne faut pas aller dans un réseau qui ne nous correspond pas, qui n'est pas dans nos valeurs, et qui ne nous respecte pas ou qui est moche pour nous, pour être dans ce système. Il faut trouver son système, quitte à le créer nous-mêmes avec des gens qui sont bienveillants et qui ont les mêmes rêves que nous et s'entraider. Mais vraiment, notre première ressource, c'est nous-mêmes. Et puis le reste vient après. Il y a des gens, moi je reçois des messages de gens, ils n'ont rien fait, ils veulent que je les aide. Je dis, mais aide-toi toi-même, en fait. Et je veux dire, parce qu'ils ont des rêves qui sont faux, c'est d'être connus et d'être riche ou je ne sais pas quoi. C'est pas un rêve. Ça peut être une conséquence. Mais ton rêve à toi, je veux dire, il y a des gens hyper connus, ils sont malheureux comme des pierres. Hein, donc voilà, quel est ton vrai rêve? Celui qui va te rendre heureux. Et que ce soit connu ou pas connu, c'est pas ça. Oui, c'est sûr que on peut... Effectivement, il y a des carrières qui peuvent amener à être connues. Mais elles sont loin d'être une longue ligne droite uniquement positive. D'où l'important d'être vraiment sur le bon rêve, parce qu'il va falloir s'accrocher sur le chemin de ses rêves, mais comme sur tous les chemins. Et que si c'est le vrai rêve, si c'est ton vrai rêve, tu trouveras les ressources. Si c'est pas ton vrai rêve, ça va être encore plus galère, quoi. Oui, si le rêve c'est d'être connu, on abandonnera sûrement avant de l'être. Oui, puis c'est pas un rêve, tu sais, je cite souvent cet exemple de Philippe Labro, qui est un grand journaliste français, qui avait ce rêve, déjà ado, de devenir un grand patron de médias. Et en fait, donc il a fait toute sa carrière pour être patron de médias. Et à 60 ans, il est devenu patron d'RTL. Là, tu te dis, c'est génial, ça doit être le gars le plus heureux du monde. Il est patron d'RTL, c'est un super journaliste reconnu de tous, il a une chouette famille, il a de l'argent, il a tout. Et ce fameux Philippe Labro, il est tombé en dépression pendant 2 ans. Mais une sombre dépression horrible. 1 an dans son lit, enfermé dans le noir, on ne savait pas quoi faire. Incompréhensible, il venait de réaliser son plus grand rêve. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la 2e année, c'était pas encore très cool, mais ça allait un peu mieux avec les médocs et tout ça. Et puis un jour, il y a un de ses amis qui est venu, qui a dit, écoute, j'ai besoin de toi pour une interview d'un homme politique, mais tellement haut niveau qu'il y a que toi qui peux le faire et personne d'autre. Et si tu la fais pas, on la fait pas. Donc il faut que tu viennes. Et Philippe Labro, il fait, non, mais j'en peux plus, je peux pas, je suis trop mal, je peux pas. L'ami part, sa femme qui le tanne, mais fais cette interview et tout ça, il fait, oh non, je peux pas. L'ami qui revient, mais fais.
Et puis finalement, il décide de la faire. Et c'est en la faisant qu'il se rend compte. Tout lui revient, la passion, toutes les émotions en faisant cette interview de très très haut niveau. C'est hyper challengeant, faut y aller. Et il s'est dit, mais c'est ça que j'aime. Et c'est là qu'il a compris que toute sa vie, il a poursuivi un rêve qui n'était pas un vrai rêve. C'était un rêve de gloire, d'importance, sans doute pour compenser pas assez d'amour ou pas assez d'attention qu'il aurait eu petit. C'était pas un vrai rêve. T'imagines 2 ans de dépression, que 60 ans de sa vie étaient consacrés à un truc qui l'a mené à une dépression. Oui, et qu'au final, ce qui le rendait heureux, c'est ce qu'il avait quasiment depuis le début de sa carrière. Mais voilà. Et donc, c'est ça, de savoir quel est le vrai. Et du coup, il a arrêté d'être patron d'RTL et il est revenu sur ce qui lui plaisait et il a été beaucoup plus heureux après. Donc, finalement, c'est sur le chemin aussi. Faisons ce qui nous plaît vraiment. C'est Lao Tzu qui dit, le but, c'est le chemin. Si tous les jours tu kiffes, tu seras heureux toute ta vie et c'est vraiment ça qui est important. Et finalement, le rêve, c'est le phare à l'horizon. C'est celui-là qui nous donne le chemin, mais c'est pas le plus important, c'est pas de l'atteindre. Le plus important, c'est de le vivre chaque jour. Oui, ça. C'est vraiment le chemin, quoi. Le vivre, parce que c'est ça que tu kiffes, tu vis des trucs de dingue, quoi. C'est génial, c'est génial. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus là de ton livre, donc qui va sortir très prochainement? Ah, mon livre. Alors ça aussi, tu sais, c'est fou parce que j'ai toujours rêvé d'écrire un livre un jour. Et puis je l'ai écrit, ce livre. Et ce livre, en fait, au début, j'ai galéré à trouver un éditeur. J'avais trouvé des gens, vraiment plusieurs maisons d'édition importantes qui s'y intéressaient, et chaque fois ça foirait. À un moment, je me suis dit, mon rêve, c'était d'écrire un livre, c'était pas forcément de le publier. Donc j'ai réalisé mon rêve. Et puis un jour, en voulant aider une amie à publier son rêve, je me suis retrouvée en contact avec ce monde-là, et en disant, oh là là, j'espère qu'elle, ça va aller, parce que moi, c'était n'importe quoi, le monde de l'édition, c'est trop lent, c'est trop complexe, voilà, on verra plus tard, peut-être je le sortirai, mais j'ai un peu lâché l'affaire. Et en fait, j'ai eu l'occasion, voilà, par là, de re-rentrer. C'est Francis, en fait, qui nous a aidés, avec mon amie, à aider cette amie, elle s'appelle Sophie. Et en fait, il m'a dit, mais t'as écrit un bouquin? Mais je peux le lire? J'ai dit, oui, si tu veux, tiens, donne-moi ton avis, parce que franchement... Et c'est un livre, en fait, de développement personnel, puisque c'est ce que j'adore, et sur comment réaliser ses rêves. Ça s'appelle « Je deviens l'artiste de ma vie ». Et c'est en fait les 12 étapes clés pour, on va dire, gravir des montagnes et dépasser ses rêves et atteindre ses rêves. Et en fait, il me dit « Mais c'est génial, c'est super ton bouquin !» Je fais, ah bon, merci. Et puis attends, on va le proposer. Donc il a proposé de son côté. Moi, ça m'a remis un coup de boost et je l'ai proposé de mon côté, finalement, grâce finalement à Laurent Gounel, qui est un super auteur que j'adore. Voilà, on a une belle entente avec Laurent Gounel, et il m'a transmis le contact de Anne Guestière, qui est une superbe éditrice aux éditions Erol. Et du coup, Anne, elle a regardé, elle l'a lu, elle a dit « Mais c'est super, on le fait ». Et Laurent Gounel va faire la préface. Il me l'avait promis il y a très longtemps, parce que là, il n'en fait plus, mais il y a très longtemps, on en avait parlé, il m'avait promis de la faire. Et donc, il a tenu sa promesse. Et ça me touche énormément. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est vraiment une belle personne. Et du coup, et là, tout s'est fait d'une manière tellement fluide, tellement juste, tellement évidente, mais sans le moindre difficulté. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans, le livre était prêt, et avec tous ces trucs compliqués, je me suis dit, en fait, c'est pas le moment. Moi, je suis vraiment le flow, et quand ça coince, il y a des fois, je me dis, mais à un moment, là, c'est bizarre, c'est un message de l'univers. Je me suis dit, c'est trop bizarre que ça coince là, ça coince trop, c'est pas net, ça va pas, c'est pas dans le flow. Donc, je l'ai mis de côté. Et là, c'est vraiment dans le flow et tout est une évidence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va cartonner le livre, mais en tout cas, ça veut dire que c'est juste. Je suis avec ma bonne équipe qui est géniale, qui est hyper motivée, et puis Laurent, là, qui a fait la préface et tout ça. Voilà, donc je deviens l'artiste de ma vie, et c'est donc les 12 étapes clés. Donc, c'est des étapes qui sont, si tu veux, quelles sont les qualités à avoir pour réaliser ses rêves. C'est vraiment des qualités, des compétences que les gens qui réalisent leurs rêves ont. Ça peut être la créativité, ça peut être savoir poser des limites, savoir aller à l'essentiel. D'ailleurs, ça commence par une sorte de point qu'on fait sur où est-ce qu'on en est
quels sont nos rêves et où est-ce qu'on a envie d'aller. Parce que pour aller quelque part, il faut mieux savoir où on en est et qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Donc ça commence par ça. Et puis j'emmène de chemin en chemin avec les 12 étapes. Alors, il y a un ordre spécifique. On peut le suivre et puis sinon on peut grappiller en fonction de ce qui nous parle. C'est très très riche, ça commence par vraiment, je décrypte un peu, j'explique comment aller vers là et puis j'explique aussi de moi, comment j'ai compris ça, ce qui m'est arrivé, mes galères parfois, on se marre aussi parce que rien n'est grave et que j'ai compris tout ça grâce à toutes mes galères et je les partage. Et puis je donne des exercices puisque comme je disais, l'action c'est la solution. Donc la mise en action pour que du coup on teste, on tente et puis on avance. Et un des premiers exercices que je donne aussi en coaching, mais les gens, ils sont hallucinés c'est pas grand-chose, et pourtant, c'est hallucinant de voir où ça nous mène. Ouais. Et parfois, j'ai eu des retours de gens, mais les larmes aux yeux, de se dire, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, j'ai mis tout mon cœur, mon âme, mes années d'expérience de coaching, de psychologie et tout. J'ai mis 9 mois à l'écrire, c'est assez symbolique parce que c'est une gestation, c'est mon bébé. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir inspirer les gens. Et voilà, les premiers retours que j'ai eus, c'est tellement beau, quoi, que voilà, je suis très, très heureuse. Et si ça peut inspirer 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai tout donné et j'espère vraiment qu'il fera un joli chemin. Ben, je l'espère aussi. Merci en plus, beaucoup. Du coup, tu réalises un de tes rêves en encourageant les gens à réaliser les leurs. Mais quand même magnifique. C'est ça qui est vertueux, c'est sur le chemin de tes rêves. Tu es tellement heureux que déjà tu inspires les autres. Parce que moi, j'ai plein de copains, copines qui me disent « mais tu nous montres que c'est possible ». Et déjà, ça, c'est formidable. Déjà, on me dit ça, c'est un cadeau énorme. Et que c'est mon chemin de vie aussi, je pense, de montrer que c'est possible en tant que coach, d'accompagner pour que ce soit possible. Et finalement, de tout transmettre, voilà, c'est vraiment cette idée de dire c'est possible, croire en mes rêves a changé ma vie, allez, et vous ? Oui. Et ben voilà, je vous donne ce que je peux, faites comme vous voulez, c'est votre vie, mais en tout cas, moi, je donne tout ce que je peux, quoi. Oui, puis tu leur donnes en fait ton exemple, enfin tu leur permets de s'identifier aussi à toi et à ton histoire. C'est ce que je dis, c'était vraiment pas gagné au départ, c'était vraiment pas rigolo et j'avais pas beaucoup de cartes en main super. Ben voilà, c'est possible et j'en donne quelques-unes. Après, il y en a d'autres sans doute. Et puis, surtout, choisissez celles qui vous conviennent. Hein. Personne n'a la science infuse et personne ne détient la vérité. En tout cas, je propose et je donne tout ce qui peut être utile. Et puis, je suis sûre que de toute façon, tout le monde trouvera des choses qui conviendra et peut-être tout finalement. Voilà. En tout cas, tentez, vraiment tentez, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on a à perdre à tenter ? C'est toujours ce que je dis. Tentez, vous verrez. Et quoi qu'il arrive, vous vivrez quelque chose. Et de toute façon, du coup, ce sera bénéfique. Totalement. Et une question que je pose toujours dans ce podcast et qui amène souvent des réponses assez inspirantes, c'est... Si toi, aujourd'hui, avec le parcours que tu as eu, toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, tu devais parler au toi, enfant, je sais pas, peut-être au moment où tu commences à faire des spectacles, au moment où tu commences à rêver du journalisme, quel mot tu t'adresserais au toi, enfant ? Tu sais, moi, quand j'étais enfant, j'étais pas bien, hein, je me sentais pas super, j'avais pas d'amour et tout ça, donc c'était un peu galère, quoi. Bon, j'étais pas à la rue et j'avais à manger, j'avais même du chocolat, donc gratitude pour ça, c'est très important pour quelqu'un qui vient de Belgique, le chocolat. Mais ouais, c'était un peu galère, donc je lui dirais, fais confiance. Tu sais, c'est l'idée, la confiance en soi, c'est quelque chose qui fait tellement peur que je dirais tout simplement, aie confiance en la vie. Suis ton instinct, apprends tout ce dont tu as besoin, apprends. Mais ça, c'est ce que j'ai fait naturellement, donc fais ça. Et tente des choses, quoi. Tente, c'est pas grave de te tromper, etc. On s'en fiche, mais complètement. Donc vas-y, même si t'as peur. Ça, c'est un truc vraiment, les peurs et tout. Et moi, j'ai beaucoup essayé d'aller au-delà de mes peurs. Vraiment, même si tu as peur, même si tu crois que tu n'es pas capable, c'est pas grave. Tente, tu verras bien. Cette petite voix-là, à la con, tu la dégages. Et tente des trucs, tu verras bien. C'est pas grave, quoi qu'il arrive.
Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé à ce moment-là qu'on te dise, outre ça, quelque chose qu'on te dirait pour ta carrière ou dans ta réalisation, dans le fait d'entreprendre des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a pas dit, que tu as dû apprendre par toi-même et qui n'a pas été facile à apprendre sur le tas? Alors, bon, déjà, ce que je t'ai dit là, et puis une autre... alors là, je vais te faire aussi une confidence, c'est que petite, j'ai eu besoin de changer ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai implémenté en moi. Je dois changer ma vie. Et donc, chaque fois que je fais un projet, Mademoiselle, par exemple, mon spectacle musical, qui est vraiment un magnifique spectacle, on a été nommé au Petit Molière et les gens m'ont dit, c'est sublime, c'est je transmets l'idée de croire en ses rêves et de prendre ses rêves à bras-le-corps et d'y aller, et c'était le but de ce spectacle, hein, c'est un spectacle feel good. Je me suis dit, ouais, ça va changer ma vie, je ne sais pas pourquoi, parce que ma vie était super déjà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben non, ça change pas ma vie. Et qu'en fait, c'est beau, ça enrichit ma vie. Et que c'est amplement suffisant. Et que c'est ce que je disais tout à l'heure, et que j'ai compris de là et d'autres expériences, c'est que fais les choses pour kiffer et partager. Et que moi, j'étais tellement à fond sur changer ma vie, même si je le faisais aussi pour kiffer et partager, que parfois, il y a eu des moments où j'en faisais trop et que je me suis presque perdue d'épuisement. Mais vraiment. Et que donc, en fait, quand tu lâches ce truc de ça va changer ma vie, mais juste, ça va la rendre belle, vas-y, kiffe. Et que du coup, tu te mets un peu moins la pression et que tu te donnes un peu plus d'espace et que du coup, tu es moins au taquet sur il faut tout le temps à travailler 18 heures par jour parce que ta vie, c'est ici et maintenant. Et que à force de te mettre dans un truc où finalement tu respires plus, ben, c'est dur et ta vie à ce moment-là, elle est belle parce que tu vis quelque chose de beau, mais elle est dure. Tandis que juste en se disant c'est magnifique, ça prendra le temps que ça prendra et voilà, mais vas-y, profite en fait. Et parfois le piège des gens qui croient trop, enfin qui croient en leur rêve, donc on n'y croit jamais trop, mais qui sont trop au taquet sur leur rêve, c'est de ne plus se laisser d'espace de respiration et que du coup ça devient un tunnel et on en sort. Moi je suis limite sortie en burn-out quoi, de trop. Donc voilà, le deuxième apprentissage, c'est donne-toi le temps et surtout laisse-toi de l'espace et kiffe et prends le temps de kiffer. Prends ce temps-là, vis-le pleinement, encore plus pleinement, voilà, en te laissant cet espace-là de respiration. Oui, parce qu'en plus, finalement, si on se laisse pas assez d'espace, peut-être que des fois, on prend même pas le temps de se rendre compte qu'on est en train de réaliser ce qu'on a rêvé au départ oui, on en profite un peu moins. Même pas, finalement. Oui, alors tu sais quand même que tu vis un truc de dingue et t'es hyper content, mais tu te fais un peu mal, en fait. Tu te fais un peu mal et donc finalement, tu l'abîmes un peu, ce rêve. Donc non, en fait. C'est-à-dire que mettre une limite. Il faut évidemment, ta salle, il faut la remplir. Et tu vois, si t'as personne dans la salle, tu le fais pas ton spectacle. Mais trouver le juste milieu et aussi apprendre à ne pas tout porter tout seul. Gros apprentissage aussi que j'ai eu. C'est qu'à un moment, t'as une équipe, voilà, tout le monde fait sa part. Et il y a un moment, il y a ta part et... Il faut savoir lâcher des choses. Et c'est pas grave s'il y a un tout petit peu moins de gens, mais voilà, tu le vis un peu plus sereinement et un peu plus en détente pour, comme tu le dis, être plus à même de vraiment, vraiment, vraiment en profiter à 1000%. Très bien. Je suis allée au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier message que tu veux faire passer? Je sais que le podcast s'appelle Persévérer pour mieux rêver. Et pour moi, le mot persévérer était vraiment important à mettre justement pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent. Est-ce que là, si quelqu'un nous écoute, peut-être un jeune, tu voudrais lui faire passer un dernier message avant de conclure? Alors, un jeune vieux, un vieux jeune, enfin peu importe, parce qu'il n'y a pas d'âge en fait et tout est possible à tout âge. Il y a des gens qui changent de vie à 60, 70 ans. Moi, j'ai un ami, son rêve c'était d'être auteur. Et Grégoire Lacroix et en fait il est devenu auteur au moment où il est passé à la retraite et maintenant il écrit plein de bouquins, il est cité par Laurent Ruquier régulièrement parce qu'il fait des aphorismes, des petites phrases hyper subtiles et spirituelles. Donc franchement déjà retirer cette idée là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve ou ses rêves. Il n'y a pas qu'un rêve. Donc déjà la première chose. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une des clés de la réalisation des rêves, c'est la persévérance. C'est pour ça que ton podcast aussi, il est génial. Et voilà, c'est la persévérance.
faut pas lâcher, il faut se dire que chaque difficulté, c'est vraiment quelque chose qui est là pour venir nous apprendre quelque chose et nous faire grandir. Et que si ça nous arrive, c'est pas par hasard. Donc c'est juste se dire, ok, finalement le traiter en tant qu'information. Il faut dédramatiser les choses. C'est quelque chose qui nous arrive. Ok, c'est une information. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je la traite? Qu'est-ce que c'est venu m'apporter? Quel cadeau comporte cette, entre guillemets, difficulté, mais cette information? Et que si ça vient à nous, c'est que on doit apprendre quelque chose, on n'a pas compris quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui est là pour faire en sorte qu'on grandisse et nous permettre d'avancer d'une manière peut-être plus juste ou au meilleur endroit sur notre rêve ou notre but ou vers notre envie, peu importe le mot qu'on y met. Mais persévérer, c'est joli et aussi en apprenant évidemment. Parce qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête contre le même mur à chaque fois, parce que là, on n'a pas compris quelque chose. Donc, c'est joli de persévérer, parce qu'effectivement, c'est un des fameux secrets des gens qui réalisent leurs rêves. Merci beaucoup Isabelle. Et puis, du coup, on retrouve ton livre. Alors, c'est quand la date de sortie de ce livre? Donc, en fait, le 3 février, jour de mon anniversaire. Donc, ça sera peut-être sorti, je ne sais pas quand tu sortiras ce podcast. Ça va être voilà. Quelques jours près. Jour de mon anniversaire, le 3 février. Donc, je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol. J'ai donc la conférence aussi, La magie de croire en ses rêves, que je partage. Il y a le podcast Viser la Lune qui est toujours là. Je le laisse à disponibilité parce qu'il est tellement inspirant de ce qu'on me dit que je veux vraiment le partager. Et puis, évidemment, il y a les spectacles, on verra. Je suis en train de réfléchir, mais ça va se reproduire d'une manière ou d'une autre, Mademoiselle ou autre. Et puis, évidemment, les rendez-vous à France Info et à France Télévisions avec les artistes, les chroniques. Bref, voilà, il y a les réseaux sociaux Isabelle Lahière et puis isabellelahière.com que j'ai récemment mis en place à la demande de différentes personnes qui me disent « Mais où est-ce qu'on peut voir tout ?» Ok, allez, on va faire isabellelahière.com. Donc voilà, ça y est, c'est prêt. Et en tout cas, croyez en vos rêves et partagez-les aussi, cette notion de le faire ensemble, d'une manière d'inspirer en tout cas... Voilà, c'est beau, c'est vertueux et j'adore les étoiles que tu as dans les yeux pendant tout notre échange. Et c'est beau ce que tu fais et je sais que ça te fait du bien en faisant du bien aux autres. Ah oui, ça me fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Au revoir. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.